Donc, nous sommes maintenant enregistrés puisque l'ensemble des webinaires du Salon Emploi Mobilité Publique seront disponibles sur la chaîne YouTube de la PFRH. Je vous remettrai le lien dans le chat si j'y pense à la fin du webinaire. Donc, bienvenue à toutes et à tous sur ce webinaire et au Salon Emploi Mobilité Publique en distanciel qui est donc organisé par la préfecture de région Occitanie et plus spécifiquement par la PFRH. Ce salon, il est possible parce que on a beaucoup de partenaires, employeurs publics des trois fonctions publiques, des trois versants, qui acceptent de co-animer avec nous ces webinaires et également nos partenaires opérateurs de l'emploi, pardon. Donc aujourd'hui, et bien sûr, on remercie tous nos partenaires de nous permettre d'organiser ce salon chaque année et d'en faire une réussite. Aujourd'hui, vous participez donc à une journée de webinaire en distanciel. Donc tous les webinaires, comme je vous le disais, sont enregistrés et seront mis ensuite sur la chaîne YouTube de la PFRH, dont vous avez l'adresse ici et que je vous remettrai tout à l'heure. Et on a également des événements en présentiel. Donc, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, si vous êtes dans le 82, vous pouvez vous rendre au pavillon Sapiac, puisqu'un salon en présentiel vous attend avec des employeurs publics qui sont là pour vous parler de leur métier. Et puis, vous avez ensuite la liste des différents salons restants sur la fin de l'année 2025. Demain matin, on a nos collègues conseillers mobilité carrière des trois versants de la fonction publique qui proposent des entretiens flash. Donc, les inscriptions sont maintenant terminées. Mais en tout cas, on les remercie de proposer chaque année ces temps qui sont précieux pour les agents qui s'interrogent. Je vois une petite question dans le chat. Non, pas besoin de s'inscrire au salon en présentiel. Vous pouvez tout à fait venir avec votre plus beau sourire, éventuellement un CV si vous en avez en version imprimée, mais souvent les employeurs vous renvoient vers le QR code pour candidater directement en ligne. Donc voilà, venez comme vous êtes avec votre plus beau sourire. Voilà, donc écoutez, je vous remercie tous et toutes d'être parmi nous ce matin et je vais laisser la parole à nos collègues de l'administration pénitentiaire qui vont vous présenter ce matin les carrières possibles et on prendra en fin de webinaire vos questions si vous en avez, donc n'hésitez pas à les inscrire dans le chat. Merci beaucoup. Bonjour, donc pour ma part, je suis Cyril Rebourg, capitaine pénitentiaire et responsable de formation. Je vais vous donner quelques éléments de repère pour mieux connaître l'administration pénitentiaire. Donc nous sommes une institution qui est rattachée au ministère de la Justice depuis 1911. Nous sommes actuellement 45 000 fonctionnaires d'État. Le gros contingent est évidemment les personnels de surveillance qui sont au nombre de 30 000. En termes de mission, l'administration pénitentiaire a une mission prioritaire qui est d'assurer la sécurité, mais également de prévenir la récidive des personnes qui sont placées sous main de justice par l'autorité judiciaire. Pour vous donner un ordre d'idée, actuellement, on suit donc en milieu fermé 85 000 personnes, mais nous suivons également 180 000 personnes en extérieur, c'est-à-dire que pour toutes les mesures alternatives à l'incarcération, eh bien, l'administration pénitentiaire est en charge de leur suivi pour faire le lien avec les tribunaux et les magistrats. Autre précision, l'administration pénitentiaire est implantée sur l'ensemble du territoire, ce qui fait que vous pouvez travailler partout quand vous êtes chez nous, et elle est organisée de manière hiérarchisée et repose sur une direction centrale et ensuite des services déconcentrés. Donc à l'échelon des régions, on parle de direction interrégionale, il y en a 9, et nous avons une direction des services pénitentiaires d'outre-mer qui constitue la 10e direction interrégionale. Au niveau des départements, on recense 188 établissements pénitentiaires, plus 103 services pénitentiaires d'insertion et de probation. Du coup, l'administration pénitentiaire, vous l'aurez compris, est un maillon essentiel dans le fonctionnement de la justice et contribue activement à la sécurité. Concernant les personnels pénitentiaires, nous avons 5 corps différents. Alors, nous sommes tous estampillés personnels pénitentiaires, mais nous avons 5 branches de métier. Donc, la première que je citerai, c'est les personnels de direction.
Ce sont des personnels de catégorie A+. Ils sont recrutés au niveau Bac+3 et ils assument des responsabilités importantes, que ce soit dans les services déconcentrés, au sein de l'administration centrale, ou au sein de notre école. Nous avons une seule école qui s'appelle l'École nationale de l'administration pénitentiaire et qui est basée à Agen. L'autre corps parmi les personnels pénitentiaires, ce sont les personnels d'insertion et de probation. Donc, soit ils exercent des fonctions de direction ou de conseiller, et le recrutement est niveau Bac+3 également. Nous avons une filière des personnels administratifs, dans laquelle nous avons des adjoints administratifs, donc de catégorie C, des secrétaires administratifs de catégorie B et des attachés d'administration de catégorie A. Le quatrième corps de l'administration pénitentiaire est constitué par les personnels techniques. Nous avons besoin pour la maintenance de nos bâtiments, mais aussi pour la confection des repas, pour assurer également le réseau informatique, des profils type plombier, électricien, cuisinier, menuisier, informaticien. Et ça, peu de gens l'imaginent au sein de l'administration pénitentiaire. Et enfin, le dernier corps est constitué par les personnels de surveillance. Donc, c'est la grande majorité, je vous l'ai signalé. Nous sommes au nombre de 30 000. Le surveillant pénitentiaire est désormais identifié comme catégorie B de la fonction publique. Le cœur de métier, évidemment, est d'être au contact de la population pénale et d'être en gestion d'un secteur de détention. Voilà. Donc, vous pouvez être affecté sur différents secteurs. Ça peut être à l'étage, ça peut être dans des secteurs dits spécifiques, comme les quartiers arrivants, les quartiers disciplinaires, quartiers d'isolement, mais aussi des unités orientées détenus violents ou des unités hospitalières. Bref, il y a un panel très large en termes de possibilités de fonction au sein des établissements. En termes de mission, leur mission première est d'assurer la sécurité des personnes et des lieux, mais également ils participent activement à la prise en charge des détenus, c'est-à-dire qu'ils participent à l'évaluation, que ce soit dans la dangerosité ou la vulnérabilité. Ils sont aussi amenés à donner des avis dans le cadre des demandes que les détenus peuvent faire et qui sont du coup décidées, en tout cas validées lors des CAP, les commissions d'application des peines, qui sont présidées par le juge d'application des peines. Pour tout personnel qui souhaite s'investir dans des thématiques sécuritaires, eh bien, nous proposons l'opportunité de former des agents sur des monitorats, que ce soit sur l'usage des armes, les techniques d'intervention, la sécurité incendie, le secourisme, la conduite opérationnelle, bref, vraiment une multitude de casquettes est possible chez nous. Du coup, ça, j'ai envie de vous dire, c'est dans le cadre d'une affectation dite classique. Après, si on veut évoluer, en tout cas changer un petit peu de corps de métier, on peut se spécialiser. Et de ce côté-là, l'administration pénitentiaire a énormément de possibilités. Donc peut-être pour commencer en priorité, en tout cas sur notre groupe d'intervention, vous connaissez certainement le GIGN pour la gendarmerie, le RAID pour la police. Eh bien nous, au sein de l'administration pénitentiaire, nous avons l'ERIS, donc équipe régionale d'intervention et de sécurité, qui est constituée par des surveillants pénitentiaires qui ont passé un examen et ensuite ont suivi bien sûr une formation très poussée pour faire face aux différentes situations de crise que nous pourrions avoir au sein des établissements. L'autre spécialité qui est possible, c'est d'intégrer les pôles d'extraction, les pôles de rattachement d'extraction judiciaire qui constituent en fait les escortes. Voilà, on a des personnels qui sont donc habilités avec un port d'armes sur la voie publique qui convoient du coup les détenus de l'établissement jusqu'aux juridictions, que ce soit dans le cadre du jugement ou dans le cadre d'une audience avec un magistrat. Donc ce sont des personnels qui sont spécifiques sur cette thématique. Autre possibilité, ça aussi c'est pas très connu et lorsque l'on en parle souvent les gens sont étonnés, nous avons des brigades cynophiles. On a des maîtres chiens au sein de l'administration pénitentiaire qui ont un savoir-faire reconnu, puisque bien sûr qu'ils interviennent régulièrement chez nous au sein de nos structures, mais également à l'extérieur. Ils peuvent être amenés à renforcer les dispositifs de sécurité lors de manifestations importantes. Voilà, la dernière en date est bien sûr les Jeux Olympiques l'année dernière. Autre possibilité également qui est proposée, c'est de devenir moniteur de sport. Donc il faut rentrer surveillant pénitentiaire et ensuite
par le biais d'un concours, vous pouvez être spécialisé pour la gestion des activités physiques et sportives. Donc, c'est un peu à l'image d'un collège ou d'un lycée. Le surveillant moniteur de sport a un groupe sur des créneaux horaires et il est en gestion de toutes les activités de l'organisation au sein de son service. Autre également spécialité, c'est la formation des personnels. C'est-à-dire que là, si vous avez la fibre plutôt pédagogique et accompagnement des publics, eh bien, vous travaillez avec les personnels et les partenaires qui œuvrent au sein de nos prisons, puisque au sein d'un établissement pénitentiaire, c'est, pour vous donner un ordre d'idée, c'est un peu comme un village. C'est-à-dire que nous avons énormément d'associations, de partenaires, on a l'éducation nationale, on a les personnes de santé. Bref, il y a vraiment une dynamique importante pour justement concourir à nos missions qu'elle constitue en termes de réinsertion notamment. Et donc, vous accompagnez ces professionnels pour expliquer un peu l'environnement, leur faciliter leur immersion dans leur prise de fonction. Et également, vous avez tout en charge tout ce qui est formation initiale. Donc, tous les publics qui réussissent nos concours intègrent notre école et ensuite, via l'alternance, suivent des cours théoriques à l'école et ont des stages pratiques. Et du coup, c'est la formation des personnels qui prend en charge ces publics. Et enfin, la formation continue également, puisque l'ensemble des personnels doivent suivre des formations dites statutaires, donc sécuritaires obligatoires, mais également, on propose un catalogue de formations sur lequel les agents peuvent candidater s'ils le souhaitent. Enfin, dernier point, la filière du renseignement pénitentiaire se développe également et ça donne des opportunités pour l'ensemble des personnels qui le souhaitent d'aborder de nouvelles fonctions. En termes de formation, du coup, si vous réussissez notre concours, pour un surveillant en tout cas, la scolarité dure 8 mois, donc avec le volet de l'alternance, comme je vous l'avais indiqué. Bien sûr, un hébergement gratuit est mis à disposition durant toute la scolarité, que vous soyez à l'école ou en stage. Une rémunération est également assurée durant toute la scolarité et la prise en charge des repas est également... il y a une participation financière à ce sujet. En termes de formation, du coup, on est vraiment sur des postures professionnelles. On travaille le positionnement professionnel, mais également la réglementation pénitentiaire. Et également, et ça les gens ne le soupçonnent pas toujours, un surveillant pénitentiaire, il est multicasquette, c'est-à-dire qu'il doit avoir des compétences en usage des armes, en technique d'intervention, en secourisme, en sécurité incendie, et j'en passe. Donc, tout ça fait qu'un surveillant est amené à avoir plusieurs casquettes, plusieurs compétences, et ce qui fait qu'il n'est pas rare dans une seule journée de travail d'avoir un coup le rôle d'un éducateur médiateur pour temporiser, rassurer, ou le garde du corps pour justement remettre de l'ordre et de la sécurité, ou faire le secouriste si nécessaire, voire même parfois de mettre une tenue de pompier pour aller circonscrire un feu de cellule par exemple. Voilà, donc vous l'aurez compris, le métier de surveillant pénitentiaire est un métier riche dans sa diversité et qui bien sûr fait appel quand même à des qualités, notamment d'écoute, d'observation, ça paraît indispensable, d'impartialité, de rigueur et surtout de stabilité émotionnelle. Voilà, ça paraît indispensable d'être quand même préparé à pouvoir gérer différentes situations parfois stressantes, mais je tiens à vous rassurer, dans les établissements pénitentiaires, à mon sens, nous sommes plus en sécurité que parfois à l'extérieur. Voilà. C'est mon point de vue. Que vous dire de plus en termes de rémunération peut-être allons-y. Hein, pour moi, je trouve que c'est un atout dans le sens où un surveillant pénitentiaire va commencer à 2050 € net avec les opportunités des échelons que l'on engrange. On peut envisager une fin de carrière à 2800 € et tout ça, bien sûr, hors prime de nuit, de jours fériés ou d'heures supplémentaires. Donc, c'est plutôt attractif. Pour vous donner un ordre d'idée, dans le personnel de surveillance, on a le corps d'encadrement et d'application qui est composé des grades de surveillant, brigadier chef, major. Donc là, on commence à 2050 €, on peut envisager d'arriver à 3200 €. Et il y a le corps de commandement
qui est constitué des grades de capitaine, commandant et commandant divisionnaire. Et là, on est sur des fourchettes de rémunération entre 2500 et jusqu'à 4700, 4800 euros. Donc, en termes d'attractivité, c'est tout à fait intéressant à mon sens. Et enfin, j'ai envie de vous dire qu'en termes d'évolution professionnelle, l'administration pénitentiaire véritablement accompagne ses personnels pour justement évoluer au sein de l'institution, donc que ce soit pour évoluer dans la hiérarchie en engrangeant des grades supplémentaires, mais également pour éventuellement changer de passerelle et intégrer d'autres corps pénitentiaires. Et donc, c'est une réalité. Il y a des gens qui intègrent l'administration pénitentiaire en étant surveillants et s'ils se donnent la peine, bien évidemment, ils peuvent tout à fait intégrer le corps des directeurs des services pénitentiaires. Donc, pour illustrer ce propos, je vais passer le relais à mon collègue Charlie pour la suite de cet échange. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Charlie Reynaud, je suis directeur des services pénitentiaires. Je suis actuellement adjoint à la chef d'établissement du centre pénitentiaire de Villeneuve-les-Maglones dans l'Hérault. L'objectif pour moi, c'est de vous présenter un petit peu mon parcours parce que voilà, il représente une évolution, en tout cas en interne, de surveillant à directeur. Donc moi, je suis rentré dans l'administration pénitentiaire en 2003. Je suis désolée, monsieur Reynaud, on ne vous entend pas très bien. D'accord, je sais pas peut-être si en m'approchant un petit peu. Il y a un bruit un peu métallique. Peut-être que si les collègues de la DISP à distance pouvaient peut-être couper le micro, je ne sais pas si ça fait une interférence. Alors, effectivement, et malheureusement pour moi, je suis dans l'établissement et il y a des travaux actuellement sur une structure métallique derrière et je ne peux pas les faire cesser depuis mon bureau. Bon. Donc, j'espère qu'en m'approchant un petit peu, vous m'entendrez mieux. Je suis navré. Il n'y a pas de souci, mais ça va, on comprend ce que vous dites, donc il n'y a pas de souci. D'accord. Donc voilà, comme je vous disais, voilà, c'est de vous présenter mon évolution. Donc je suis rentré en 2003 dans l'administration pénitentiaire en qualité de surveillant. C'est vrai que ce qu'a dit Cyril est intéressant, c'est que l'école permet d'être hébergée gratuitement tout le long de la formation. Donc autant pour des jeunes professionnels que pour des gens qui sont en reconversion, ça présente cet intérêt de pouvoir voilà avoir sa famille qui reste dans sa région d'origine et de pouvoir suivre la scolarité sans trop de difficultés. Donc moi, voilà, j'ai commencé ma carrière en région parisienne en qualité de surveillant, en occupant différents postes de détention et également ce qu'on appelle des postes fixes qui permettent après, quand on est notamment chargé de famille, de travailler du lundi au vendredi, donc de ne plus être en horaire décalé parfois. J'ai ensuite décidé de partir dans le sud de la France, puis en Corse, parce qu'une des opportunités aussi de l'administration pénitentiaire avec des établissements finalement dans presque tous les départements à part deux, ça permet voilà, d'avoir une mobilité choisie, je précise, les mobilités sont choisies. J'ai ensuite fait le choix de passer brigadier chef. Donc j'ai été affecté à Fleury-Mérogis. Puis un retour en Corse avant d'intégrer l'inspection des services pénitentiaires. Alors l'inspection des services pénitentiaires attachée à l'inspection générale de la justice, c'est l'équivalent de l'IGPN qui est beaucoup plus connu, donc avec un rôle d'audit mais également d'enquête administrative. Ce rôle d'audit voilà, permet d'être en conseil des établissements et les enquêtes administratives, voilà, ça porte bien son nom, c'est quand il y a eu des dysfonctionnements ou en tout cas qu'on souhaite faire la lumière sur ces éventuels dysfonctionnements. À la suite de cela, j'ai passé le concours d'officier pénitentiaire, donc aujourd'hui de capitaine pénitentiaire, et j'ai intégré la filière du renseignement pénitentiaire, donc post-attentat de 2015. La filière du renseignement, elle offre différents postes, notamment en établissement. Alors, à l'époque, seuls les officiers l'occupaient. Aujourd'hui, c'est ouvert à tous les grades. J'étais délégué local du renseignement pénitentiaire. On est en établissement le capteur de ce qui se passe sur les établissements afin de pouvoir le faire remonter à d'autres services partenaires tels que les renseignements territoriaux ou la DGSI. L'objectif étant de garantir la sécurité dans les établissements, mais également de nos concitoyens à l'extérieur en participant à la prévention et à la lutte contre le terrorisme notamment. Fort de cette expérience, j'ai ensuite rejoint le service national du renseignement pénitentiaire, donc l'échelon central du renseignement avec des missions que je peux pas développer ici, mais qui permettent pour les gens qui s'y intéressent de participer en tout cas activement
à la lutte contre le terrorisme. J'ai ensuite fait le choix de partir sur la mission des services pénitentiaires de l'Outre-mer, avec là, du coup, une mission de sécurité des établissements ultramarins, avec la découverte de territoires. J'étais basé à Paris, hein, je précise, mais avec la découverte des territoires aussi et des déplacements sur site qui permettent d'appréhender un petit peu aussi la richesse de la France et de ses territoires ultramarins, et de participer donc à la sécurisation des établissements. Et j'ai ensuite intégré le corps des directeurs des services pénitentiaires, avec un premier poste sur l'île, donc encore une nouvelle région découverte, puis le choix de venir dans le sud. Alors le métier de directeur, il est très riche, hein, puisque en dehors de la gestion de la détention, et ça c'est le rôle des directeurs de détention, avec justement encadrer tous les personnels de surveillance, les aider également. Je suis aujourd'hui en tant qu'adjoint directeur des ressources humaines, donc aussi un volet d'accompagnement des personnels qui est non négligeable, et forcément des missions de représentation aussi à l'extérieur, hein, que ce soit auprès de nos collègues des FSI, que de la préfecture, des services des sapeurs-pompiers, mais également une intégration sur le territoire et sur la commune. Donc voilà, ça permet d'avoir des missions très riches et très variées. Moi, je suis un exemple, voilà, d'une ascension finalement en interne, avec à chaque fois des passages à l'école et une formation qui est dispensée par l'école sur la formation initiale. On va dire une évolution sur la filière détention. Et maintenant, je vais laisser la parole à Sophie, qui, elle, va vous présenter justement d'autres missions de notre administration. Merci à tous. Merci beaucoup et on vous a très bien entendu. Bonjour à tous, donc je suis Sophie Carpe, je suis CPIP, c'est-à-dire conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, et j'exerce depuis 2019 au sein du SPIC Milieu Ouvert de Toulouse, c'est-à-dire que je prends en charge des personnes qui sont condamnées mais qui ne sont pas incarcérées. Donc, dans un premier temps, je vais vous exposer un petit peu ma carrière au sein de l'administration pénitentiaire, et puis je reviendrai plus spécifiquement sur mes missions en tant que CPIP. Donc, je suis linguiste de formation et après avoir débuté ma carrière dans l'éducation nationale, j'ai passé le concours de surveillante pénitentiaire en 2006 et j'ai débuté ma carrière à la maison d'arrêt de Fresnes où j'exerçais en quartier homme. Hein. Donc, ça veut dire que je prenais en charge uniquement des personnes détenues de sexe masculin. Par la suite, j'ai été mutée au centre pénitentiaire de Toulouse-Seyss, où là encore, bon, j'ai exercé en quartier homme et rapidement, j'ai travaillé en quartier femme. Donc, c'est encore une gestion différente de la population pénale, puisque on peut travailler avec des femmes qui sont incarcérées également avec leurs bébés. Par la suite, j'ai souhaité, pour essayer d'allier ma situation professionnelle et familiale, j'ai exercé en poste fixe, comme l'ont rappelé mes collègues. Donc, je travaillais du lundi au vendredi avec des horaires de bureau. J'ai notamment travaillé en tant que responsable du bureau de la gestion des détention, c'est-à-dire que je délivrais les permis de visite. Je prévoyais également tout ce qui était extraction médicale au sein de l'établissement. Par la suite, j'ai également travaillé au niveau de la sécurité de l'établissement, c'est-à-dire qu'en tant que surveillante femme, je m'occupais de la sécurité, de la sûreté de l'établissement et de l'armement de l'établissement. Fort de toute cette expérience, en 2012, j'ai souhaité mettre à profit cette expérience au niveau de la formation et je suis devenue formatrice des personnels. Donc, j'ai exercé pendant plusieurs années à l'ENAP, à l'École nationale d'administration pénitentiaire, qui se situe à Agen, et plus spécifiquement au département de l'insertion et de la criminologie, où j'avais à ma charge les formations initiales des personnels, de tous les personnels, donc de l'élève surveillant jusqu'à l'élève directeur. Et donc, je les formais en insertion et criminologie. Par la suite, j'ai souhaité revenir sur le terrain et je suis revenue en pôle de formation au niveau de la direction interrégionale de Toulouse et j'avais à ma charge donc plusieurs établissements pénitentiaires où je devais former les personnels en formation continue. En 2017, j'ai souhaité une nouvelle fois donner un nouvel élan à ma carrière. J'ai souhaité donner un sens à la peine privative de liberté
tout en conciliant ma formation initiale de linguiste. Et c'est naturellement que je me suis tournée vers le côté insertion et probation de notre administration. Donc, j'ai passé le concours en 2017 et à l'issue de 2 ans de formation, j'ai titularisé sur le SPIP milieu ouvert de Toulouse. Donc, je vais essayer de vous expliquer un petit peu mes missions au quotidien. Donc, en tant que CPIP, voilà, je dois prendre en charge des personnes qui sont condamnées mais qui ne sont pas incarcérées. Donc, par exemple, je vais avoir à ma charge des personnes qui sont placées sous bracelet électronique, c'est-à-dire en détention sous détention à domicile, mais également des personnes qui sont condamnées à exécuter des tiges, ou bien encore des personnes qui ont des sursis probatoires. Et donc, au quotidien, je dois m'assurer que ces personnes respectent les obligations et interdictions qui ont été prononcées lors d'un jugement. Donc, mon travail, c'est évidemment d'éviter toute récidive des personnes qui sont condamnées. Donc, pour cela, le CPIP reçoit un entretien individuel, les personnes, et nous travaillons donc sur l'insertion sociale, professionnelle, le respect de leurs obligations. Et je rends compte régulièrement au juge de l'application des peines, par écrit, de l'évolution de la personne. Si effectivement une personne ne respecte pas ses obligations et interdictions, là, je peux effectivement solliciter le magistrat pour demander une révocation de la mesure. Au quotidien, voilà, je peux travailler donc soit en entretien, soit en mettant en pratique des groupes de parole. Comme peut-être vous l'avez vu dans le film, je dirai toujours au visage. Le CPIP, bien entendu, est là pour travailler aussi sur différentes thématiques. Donc, pour ma part, je suis référente du soin au niveau de mon service. Donc, je mets en place des groupes de parole autour de ces thématiques, notamment sur les auteurs d'infractions à caractère sexuel. Mais on peut travailler aussi sur la parentalité, on peut travailler sur énormément de thématiques pour justement éviter toute récidive des personnes. Voilà, je pense que j'ai fait le tour et que j'arrive au bout de mon intervention. Donc voilà, je voulais simplement rappeler que l'opportunité de rentrer dans l'administration pénitentiaire, c'est de pouvoir évoluer grâce à des concours internes. Si aujourd'hui je suis la CPIP avec mon fonctionnement, c'est parce que j'ai été surveillante pénitentiaire et je suis très fière de pouvoir dire que j'ai débuté ma carrière en tant que surveillante pénitentiaire et que par le biais des concours internes, j'ai pu accéder à un concours de catégorie A. Et voilà, donc j'espère qu'on va pouvoir échanger autour de ce sujet et voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour vos témoignages précieux qui montrent à la fois la diversité des métiers dans l'administration pénitentiaire et puis les possibilités d'évolution et de carrière dans celle-ci. Donc j'espère qu'on aura suscité des vocations aujourd'hui. En tout cas, on a différentes questions dans le chat. Une question qui semble intéresser plusieurs personnes. Pouvez-vous préciser les voies d'accès pour les ex-militaires? La loi 4139-2, c'est-à-dire un agrément qui leur permet d'être intégrés sans contrôle. Bonjour à tous, je suis Bérangère de Surmont, je suis en charge du recrutement et de la formation ici à la DISP. Donc, comme c'est une question plutôt sur le recrutement assez technique, je me permets de prendre la parole, mais mes collègues pourront illustrer mes propos. Donc, la question, si j'ai bien compris, c'est un ancien ex-militaire, c'est ce qui est marqué. Les ex-militaires, tout à fait, qui disposent d'un agrément qui leur permet d'être intégrés sans concours. Alors, c'est ce que nous, on appelle le recrutement par la voie du CNOI. CNOI étant la Commission nationale d'orientation et d'intégration. Donc, si l'agent a son passeport ou son document, je ne sais plus comment est-ce qu'on l'appelle désormais, mais nous, on appelle ça encore un passeport, effectivement, il peut candidater pour intégrer des postes chez nous. Comment ça se passe? Eh bien, il doit en faire la demande auprès de son service de recrutement, dire voilà, je souhaite participer et j'ai vu des postes intéressants suite à ce webinaire pour être dans l'administration pénitentiaire. À ce moment-là, son service va contacter nos services centraux et
et dire qu'ils sont intéressés. L'administration centrale, notre bureau, va recenser tout ce qui se fait au niveau du territoire national, parce que nous sommes une fonction publique d'État, et va ouvrir des postes par le voie d'une note. Alors cette note, en général, c'est 2 fois par an, où il y a tout un nombre de postes qui est offert. Ensuite, nous, on fait notre procédure habituelle, c'est-à-dire qu'on fait un recrutement classique, c'est-à-dire un entretien à la base avec le CV, lettre de motivation, un classement, et on offre des postes, si on en a, à ces personnes. Et ensuite, c'est validé en commission nationale. Pour avoir répondu à la question. Non, n'hésitez pas. Un petit complément à cette question. Les postes via la CNOI sont-ils tous publiés dans GERES? Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, GERES. Ils sont publiés sur le forum de l'emploi. Alors, Madame Barbe, vous nous direz si ça répond à votre question. En attendant, je prends une autre question. Donc, y a-t-il des équivalences et mobilités possibles depuis l'éducation nationale, catégorie A? Première question. Alors, toujours pareil, c'est moi qui vais répondre, mais peut-être que vous pourrez compléter. Non, il n'y a pas d'équivalence. Il y a la voie du détachement pour rentrer chez nous, ou alors repasser le concours. Par contre, il existe un service pédagogique, j'appelle ça l'UPR, l'unité pédagogique régionale, qui est sur la DISP, et qui coordonne des professeurs, des instituteurs qui vont dans nos établissements pénitentiaires. Le recrutement se fait au niveau de l'éducation nationale. Donc, vous pouvez voir des postes dans vos circulaires de mobilité qui sont offerts au niveau de la DISP sur toute l'interrégion, sur toute l'Occitanie, pour ce qui est de notre partie. Alors, il faut s'adresser au rectorat de Toulouse et au rectorat de Montpellier. Voilà, c'est eux qui gèrent. Je pense que ça répond à la deuxième partie de la question de Madame Mézier, qui était: y a-t-il dans chaque établissement des coordinateurs, coordinatrices pédagogiques? Aussi, existe-t-il des ingénieurs de formation pour la formation initiale et continue des personnels de l'administration pénitentiaire? Alors, les coordonnatrices pédagogiques, c'est celles-là, hein, c'est ces personnes-là, c'est comme ça qu'on les appelle, qui travaillent peut-être avec vous, Sophie, aussi, vous interviennent, ou Cyril, vous les avez peut-être vues? Plutôt les NAP, c'est Au sein de l'ENAP, oui. Les NAP, ok. Les NAP. Pour ce qui est des formateurs, eh bien, en fait, il faut être personnel pénitentiaire pour passer un concours, c'est-à-dire un examen en interne, un concours de formateur ou alors de responsable des formateurs, pour être ensuite formateur, responsable de formateur, et même gérer un pôle de formation, ce qui est le cas de Monsieur Rebourg, de Cyril Rebourg, qui gère des formateurs et des responsables de formation. Merci. Une autre question: y a-t-il des postes spécifiques sur des missions de lutte contre les inégalités femmes-hommes, lutte contre les stéréotypes de genre, etc.? Alors, lutte contre les inégalités femmes-hommes entre professionnels. Nous avons au niveau de la direction interrégionale une référente interrégionale qui a tout un réseau au niveau des établissements et des structures d'insertion et de probation, des relais, des personnes qui sont désignées soit par les directeurs, soit par directeurs d'établissements pénitentiaires ou directeurs au niveau de l'insertion et de la probation, pour relayer les actions qui sont proposées au niveau de l'interrégion. Comme Madame Carpe, qui est référente soins, il y a chez nous des référents égalité hommes-femmes, mais il n'y a pas de poste spécifique sur cette mission. Merci. On a un petit complément par rapport à GERES. Alors, je ne sais toujours pas si c'est comme ça que ça se dit, mais c'est un site réservé aux postes ouverts aux ex-militaires.
une piste à creuser. Et bien écoutez, donc on va conclure ici. Alors avant de partir, je vais vous poser quelques petites questions de satisfaction. Donc je remercie l'ensemble de nos intervenants voilà, pour la qualité de la prestation aujourd'hui. Déjà, je vais vous remettre dans le chat, dans la discussion publique, pardon, le lien vers la chaîne YouTube de la PFRH. Donc, je vous envoie ça et puis je vais donc vous poser quelques questions. Vous verrez, ce sera rapide, mais ça nous aide beaucoup voilà, pour faire le bilan de ce salon. Hop. La première question devrait s'afficher pour vous. Je vous laisse quelques minutes pour y répondre, quelques secondes avant de passer à la question suivante. Alors, je vous joins la seconde question qui va s'afficher. Je vous spoil un petit peu, hein, on a 5 questions, donc vous avez presque fait la moitié. Ne désespérez pas, tout va bien se passer. Hop. Je vous envoie la question suivante. Et je vous remettrai dans la discussion publique, dès que j'aurai terminé les petites questions du sondage, le lien vers le prochain webinaire, si certains d'entre vous sont intéressés, qui s'intitule « Et si votre avenir professionnel passait par la fonction publique territoriale, témoignages d'agents sur des métiers qui recrutent ». Donc, je vous remettrai également le lien qui vous permettra de vous reconnecter peut-être plus facilement. Je vous mets la 4e question qui va s'afficher maintenant. On est presque au bout, ce qui vous permettra de ne pas être en retard au prochain webinaire. Je vous laisse le temps à toutes et tous de répondre. Et la dernière question, hop, qui arrive. Alors, normalement, c'est en train. Vous devez pouvoir répondre. Je vois que les réponses arrivent. Hop. Et voilà, je vous publie le sondage. Alors, on a des gens qui parlaient visiblement, ne vous entendez pas. Pourrions-nous avoir des attestations de formation? Alors malheureusement, vous êtes trop nombreux sur ces webinaires pour qu'on puisse vous envoyer des attestations. J'imagine que c'est par rapport à France Travail. On verra peut-être l'année prochaine pour s'améliorer sur ce point. Voilà. Je vous mets dans la discussion le lien vers le prochain webinaire. Et puis, voilà, je remercie l'ensemble de nos intervenants qui nous ont parlé des métiers de l'administration pénitentiaire. Et puis, je vous remercie à vous tous participants de vous être joints à nous aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouvera peut-être plus tard dans la journée pour d'autres webinaires. Merci.